Que la campagne était belle. On était au milieu de l'été. Les blés agitaient des épis d'un jaune magnifique. L'avoine était verte et dans les prairies, le foin s'élevait en monceaux odorants. La cigogne se promenait sur ses longues jambes rouges en bavardant de l'égyptien, langue qu'elle avait apprise de madame sa mère. Autour des champs et des prairies s'étendaient de grandes forêts coupées de lacs profonds. Oui, vraiment, la campagne était bien belle. Les rayons du soleil éclairaient de tout leur éclat un vieux domaine entouré de larges fossés, et de grandes feuilles de bardane descendaient du mur jusque dans l'eau. Elles étaient si hautes que les petits-enfants pouvaient se cacher dessous, et qu'au milieu d'elles, on pouvait trouver une solitude aussi sauvage qu'au centre de la forêt. Dans une de ces retraites, une cane avait établi son nid et couvait ses œufs. Il lui tardait bien de voir ses petits éclore. Elle ne recevait guère de visites, car les autres aimaient mieux nager dans les fossés que de venir jusque sous les bardanes pour barboter avec elle. Enfin, les œufs commencèrent à crever les uns après les autres. On entendait « pip, pip ». C'étaient des petits canards qui vivaient et tendaient leur cou au dehors, dirent-ils ensuite en faisant tout le bruit qu'ils pouvaient. Ils regardaient de tous côtés sous les feuilles vertes et la mère les laissa faire, car le vert réjouit les yeux. « Que le monde est grand !» dirent les petits nouveau-nés à l'endroit même où ils se trouvèrent au sortir de leur œuf. « Vous croyez donc que le monde finit là ?» dit la mère. « Oh non, il s'étend bien plus loin, de l'autre côté du jardin, jusque dans le champ du curé. Mais je n'y suis jamais allée. »« Êtes-vous tous là ?» continua-t-elle en se levant. « Non, le plus gros œuf n'a pas bougé. » Oh, combien de temps cela va-t-il encore durer, vraiment? J'en ai assez. Et elle se remit à couver, mais d'un air contrarié. « Eh bien, comment cela va-t-il » dit une vieille cane qui était venue lui rendre visite. Cet œuf-là n'en finit plus. Il refuse de s'ouvrir. Mais tu devrais voir les autres. Ce sont les plus jolis canetons que j'ai jamais vus. Montre-moi cet œuf qui ne veut pas s'ouvrir. Oh, mais oui, c'est un œuf de dinde, oui. Laisse-le donc. Apprends plutôt à nager à tes autres petits-enfants. Je vais le couver encore un petit peu. Ça fait si longtemps que ça dure que je peux bien y rester encore quelques jours. Fit le petit et il sortit. Comme il était grand et vilain. La cane le regarda et dit « Il est affreusement gros. Il ne ressemble à aucun des autres. Et ce n'est sûrement pas un petit poulet d'Inde. Enfin, on verra bien. » Le lendemain, il faisait un temps magnifique. Le soleil rayonnait sur toutes les vertes bardanes. La mère des canards se rendit avec toute sa famille au fossé. « Allô, tout le monde? Allô, quand je devrais vous y jeter moi-même ?» Et chacun des petits plongea l'un après l'autre, et l'eau se referma sur les têtes. Mais bientôt, ils reparurent et nagèrent avec rapidité. Les jambes allaient toutes seules, et tous se réjouissaient dans l'eau, même le vilain grand caneton gris. Non, ce n'est pas un petit dindon. Il n'y a qu'à voir comme il se sert de ses pattes et comme il se tient droit. C'est bien de mes enfants. Au fond, il est même très joli quand on le regarde bien. Allez, suivez-moi, mes enfants, suivez-moi. Je vais vous conduire dans le monde et vous présenter à la basse-cour. Mais restez toujours près de moi, que personne ne vous marche dessus. Et surtout, faites bien attention aux chats. Ils entrèrent tous dans la cour des canards. Quel bruit on y faisait! 2 familles s'y disputaient une tête d'anguille. Et à la fin, ce fut le chat qui l'emporta. Voyez-vous, c'est ça le monde, dit la cane en aiguisant son bec, car elle aussi aurait bien voulu avoir la tête d'anguille. Ne vous servez que de vos pattes pour marcher. Et tâchez d'avancer en vous dandinant convenablement. Et faites la révérence à la vieille cane qui est là-bas. C'est la plus gentille de toutes celles d'ici. Elle est de sang espagnol. C'est pour ça qu'elle est si grosse. Dandinez-vous, ne mettez pas vos pieds en dedans. Un canard bien élevé écarte largement ses pattes comme son papa et sa maman. Là, maintenant la révérence. Et dites coin-coin. Ils obéirent et les autres canards qui les entouraient les regardaient et disaient tout haut. Oh, voilà, il ne manquait plus que cette bande-là, comme si nous n'étions pas assez nombreux. Oh, quelle horreur. Oh, regardez ce petit canard, comme il est affreux. Je vais le pincer.
Laissez-le tranquille, il n'a fait de mal à personne. Oui, mais il est si grand et si bizarre qu'il méritait bien d'être bousculé un peu. Ah non, ce sont de bien jolis petits enfants que cette maman a couvés. Oh, ils sont tous ravissants. Oh, sauf ce petit-là qui est vraiment raté. Oh, certes, Votre Altesse, il n'est pas joli, mais il a un tempérament affectueux. Et il nage plutôt mieux que n'importe lequel des autres. Je pense qu'il deviendra plus joli en grandissant. Il est resté si longtemps dans son œuf qu'évidemment, il n'est pas sorti aussi beau qu'il aurait dû. Mais je pense qu'il deviendra fort, car il se débrouille déjà bien. Non, mais les autres sont charmants. Allez, maintenant, mes petits, faites comme chez vous. Et si vous trouvez une tête d'anguille, apportez-la moi. Et ils firent comme s'ils étaient à la maison. Mais le pauvre canet qui était sorti du dernier œuf fut pour sa laideur mordu, poussé, bafoué, non seulement par les canards, mais aussi par les poulets. Et le coq d'âne qui était venu au monde avec des éperons et qui se croyait empereur se gonfla comme un bâtiment tout de voile dehors et marcha droit sur lui en grande fureur et rouge jusqu'aux yeux. Le pauvre canet ne savait s'il devait s'arrêter ou marcher. Il eut bien du chagrin d'être si laid et d'être bafoué par tous les canards de la cour. Voilà ce qui se passa dès le premier jour, et les choses allèrent toujours de pis en pis. Le pauvre canet fut chassé de partout. Ses sœurs même étaient très méchantes avec lui et lui répétaient continuellement « Si seulement le chat pouvait t'emporter, vilain monstre. » Et la mère disait Oh, si seulement tu pouvais être ailleurs, mon pauvre petit. Les canards le mordaient, les poulets le battaient, et la bonne qui donnait à manger aux bêtes le repoussait du pied. Alors il se sauva et prit son vol par-dessus la haie. Les petits oiseaux dans les buissons s'envolèrent de frayeur. C'est parce que je suis si vilain. Il ferma les yeux et continua son chemin. Il arriva ainsi au grand marécage qu'habitaient les canards sauvages. Il s'y coucha pendant la nuit, bien triste et bien fatigué. Le lendemain, lorsque les canards sauvages se levèrent, ils aperçurent leurs nouveaux camarades. « D'où sors-tu » dirent-ils. Le canet se tourna de tous côtés et salua avec toute la grâce possible. « Oh, tu es vilain. Mais ça nous est complètement égal du moment que tu ne te maries pas dans notre famille. » Le malheureux, est-ce qu'il pensait à se marier, lui qui ne demandait que la permission de coucher dans les roseaux et de boire de l'eau du marécage? Il passa ainsi 2 journées. Alors arrivèrent dans cet endroit 2 jarres sauvages. Ils n'avaient pas encore beaucoup vécu, aussi étaient-ils très insolents. « Écoute, camarade, Dirent ces nouveaux venus. tu es si vilain que nous serions contents de t'avoir avec nous. Veux-tu nous accompagner et devenir un oiseau de passage? Ici, tout près, dans l'autre marécage, il y a des oies sauvages charmantes, presque toutes demoiselles et qui savent bien chanter. Qui sait si tu n'y trouverais pas le bonheur malgré ta laideur affreuse? » Tout à coup, on entendit... Et les 2 jarres sauvages tombèrent morts dans les roseaux, et l'eau devint rouge comme du sang. Et les troupes d'oies sauvages s'envolèrent des roseaux. On entendit encore des coups de fusil. C'était une grande chasse. Les chasseurs s'étaient couchés tout autour du marais. Quelques-uns s'étaient même postés sur les branches d'arbres qui s'avançaient au-dessus des joncs. Une vapeur bleue semblable à de petits nuages sortait des arbres sombres et s'étendait sur l'eau. Puis les chiens arrivèrent au marécage. Et les joncs et les roseaux se courbaient de tous côtés. Quelle épouvante pour le pauvre caneton! Il plia la tête pour la cacher sous son aile, mais en même temps il aperçut devant lui un grand chien terrible. Sa langue pendait hors de sa gueule, et ses yeux farouches étincelaient de cruauté. Le chien tourna la gueule vers le caneton, lui montra ses dents pointues et plaf, plaf. Il alla plus loin sans le toucher. « Dieu merci, soupira le canard, je suis si vilain que le chien lui-même dédaigne de me mordre. » Et il resta ainsi, pendant que le plomb sifflait à travers les joncs et que les coups de fusil se succédaient sans relâche.
Vers la fin de la journée seulement, le bruit cessa. Mais le pauvre petit n'osa pas encore se lever. Il attendit quelques heures, regarda autour de lui et se sauva du marais aussi vite qu'il put. Il passa au-dessus des champs et des prairies. Une tempête furieuse l'empêcha d'avancer. Sur le soir, il arriva à une misérable cabane de paysans, si vieille et si ruinée qu'elle ne savait pas de quel côté tomber. Aussi restait-elle debout. La tempête soufflait si fort au-dessus du canneton qu'il fut obligé de s'arrêter et de s'accrocher à la cabane. Tout allait de mal en pis. Alors, il remarqua qu'une porte avait quitté ses gonds et lui permettait par une petite ouverture de pénétrer dans l'intérieur. C'est ce qu'il fit. Là demeurait une vieille femme avec son matou et avec sa poule. Et le matou qu'elle appelait son petit-fils savait arrondir le dos et filer son rouet. Il savait même lancer des étincelles pourvu qu'on lui frottât convenablement le dos à rebrousse-poil. La poule avait des jambes fort courtes, ce qui lui avait valu le nom de courte jambe. Elle pondait des œufs excellents et la bonne femme l'aimait comme une fille. Le lendemain, on s'aperçut de la présence du canneton étranger. Le matou commença à gronder et la poule à glousser. Qu'y a-t-il ? Dit la femme en regardant autour d'elle. Mais comme elle avait la vue basse, elle crut que c'était une grosse canne qui s'était égarée. Voilà une bonne prise, dit-elle. J'aurai maintenant des œufs de canne, pourvu que ce ne soit pas un canard. Enfin, nous verrons. Et elle attendit pendant 3 semaines. Mais les œufs ne vinrent pas. Dans cette maison, le matou était le maître et la poule la maîtresse. Aussi, ils avaient l'habitude de dire « nous et le monde », car ils croyaient faire à eux seuls la moitié et même la meilleure moitié du monde. Le canneton se permit de penser que l'on pouvait avoir un autre avis, mais cela fâcha la poule. « Sais-tu pondre des œufs ?» demanda-t-elle. « Non. »« Eh bien, alors tu auras la bonté de te taire. » Et le matou le questionna à son tour. « Sais-tu faire le gros dos ? Sais-tu filer ton rouet et faire jaillir des étincelles ? » « Non. » Alors, tu n'as pas le droit d'exprimer une opinion quand les gens raisonnables causent ensemble. Et le canneton se coucha tristement dans un coin. Mais tout à coup, un air vif et la lumière du soleil pénétrèrent dans la chambre, et cela lui donna une si grande envie de nager dans l'eau qu'il ne put s'empêcher d'en parler à la poule. « Qu'est-ce donc ?» dit-elle. « Tu n'as rien à faire, et voilà qu'il te prend des fantaisies. Pond des œufs ou fais ronron, et ces caprices te passeront. » « Mais c'est pourtant bien joli de nager sur l'eau, dit le petit canard. Quel bonheur de la sentir se refermer sur sa tête et de plonger jusqu'au fond. »« Ce doit être un grand plaisir, en effet, répondit la poule. Je crois que tu es devenu fou. Demande un peu à Minet, qui est l'être le plus raisonnable que je connaisse, s'il aime à nager ou à plonger dans l'eau. Demande même à notre vieille maîtresse. Personne dans le monde n'est plus expérimenté. Crois-tu qu'elle ait envie de nager et de sentir de l'eau se refermer sur sa tête ? Vous ne me comprenez pas. Nous ne te comprenons pas. Mais qui te comprendrait donc ? Te croirais-tu plus instruit que Minet et notre maîtresse ? Je ne veux pas parler de moi. Ne t'en fais pas à croire, enfant, mais remercie plutôt le Créateur de tout le bien dont il t'a comblé. Tu es arrivé dans une chambre bien chaude, tu as trouvé une société dont tu pourrais profiter, et tu te mets à raisonner jusqu'à te rendre insupportable. Ce n'est vraiment pas un plaisir de vivre avec toi. Crois-moi, je te veux du bien. Je te dis sans doute des choses désagréables. Mais c'est à cela qu'on reconnaît ces véritables amis. Suis mes conseils et tâche de pondre des œufs ou de faire ronron. Je crois qu'il me sera plus avantageux de faire mon tour dans le monde, répondit le canard. Comme tu voudras. Et le canard s'en alla nager et se plongea dans l'eau.
Mais tous les animaux le méprisèrent à cause de sa laideur. L'automne arriva, les feuilles de la forêt devinrent jaunes et brunes, le vent les saisit et les fit voltiger. En haut dans les airs, il faisait bien froid. Des nuages lourds pendaient, chargés de grêle et de neige. Sur la haie, le corbeau croassait tant il était gelé. Rien que d'y penser, on grelottait. Le pauvre Caneton n'était en vérité pas à son aise. Un soir que le soleil se couchait glorieux, toute une foule de grands oiseaux superbes sortit des buissons. Le Canet n'en avait jamais vu de semblables. Ils étaient d'une blancheur éblouissante. Ils avaient le cou long et souple. C'étaient des cygnes. Le son de leur voix était tout particulier. Ils étendirent leurs longues ailes éclatantes pour aller loin de cette contrée, chercher dans les pays chauds des lacs toujours ouverts. Ils montaient si haut que le vilain petit canard en était étrangement affecté. Il tourna dans l'eau comme une roue. Il dressa le cou et le tendit en l'air vers les cygnes voyageurs et poussa un cri si perçant et si singulier qu'il se fit peur à lui-même. Il lui était impossible d'oublier ces oiseaux magnifiques et heureux. Aussitôt qu'il cessa de les apercevoir, il plongea jusqu'au fond et lorsqu'il remonta à la surface, il était comme hors de lui. Il ne savait comment s'appeler ces oiseaux ni où ils allaient, mais cependant il les aimait comme il n'avait encore aimé personne. Il n'en était pas jaloux. Comment aurait-il pu avoir l'idée de souhaiter pour lui-même une grâce si parfaite? Il aurait été trop heureux si les canards avaient consenti à le supporter, le pauvre petit être si vilain. Et l'hiver devint bien froid, bien froid. Le Caneton nageait toujours à la surface de l'eau pour l'empêcher de se prendre tout à fait. Mais chaque nuit, le trou dans lequel il nageait se rétrécissait davantage. Il gelait si fort qu'on entendait la glace craquer. Le Canet était obligé d'agiter continuellement les jambes pour que le trou ne se fermât pas autour de lui. Mais enfin, il se sentit épuisé de fatigue. Il ne remuait plus et il fut saisi par la glace. Le lendemain matin, un paysan vint sur le bord et vit ce qui se passait. Il s'avança, rompit la glace et emporta le canard chez lui pour le donner à sa femme. Là, il revint à la vie. Les enfants voulurent jouer avec lui. Mais le Caneton, persuadé qu'ils allaient lui faire du mal, se jeta de peur au milieu du pot au lait, si bien que le lait rejaillit dans la chambre. La femme frappa ses mains l'une contre l'autre de colère et lui, tout effrayé, se réfugia dans la baraque et de là, dans la huche à farine, qui de là prit son vol au dehors. Dieu, quel spectacle! La femme criait, courait après lui et voulait le battre avec les pincettes. Les enfants s'élancèrent sur le tas de fumier pour attraper le Caneton. Il riait et poussait des cris. Ce fut un grand bonheur pour lui d'avoir trouvé la porte ouverte et de pouvoir ensuite se glisser entre des branches dans la neige. Il s'y blottit, tout épuisé. Il serait trop triste de raconter toute la misère et toutes les souffrances qu'il eut à supporter pendant cet hiver rigoureux. Il était couché dans le marécage entre les joncs, lorsqu'un jour, le soleil commença à reprendre son éclat et sa chaleur. Les alouettes chantaient. Il faisait un printemps délicieux. Alors, tout à coup, le Caneton put se confier à ses ailes, qui battaient l'air avec plus de vigueur qu'autrefois, assez fortes pour le transporter au loin. Et bientôt, il se trouva dans un grand jardin où les pommiers étaient en pleine floraison, où le sureau répandait son parfum et penchait ses longues branches vertes jusqu'au fossé. Comme tout était beau dans cet endroit, comme tout respirait le printemps. Et des profondeurs du bois sortirent 3 cygnes blancs et magnifiques. Ils battaient des ailes et nagèrent sur l'eau. Le Canet connaissait ces beaux oiseaux. Il fut saisi d'une tristesse indicible. « Je veux aller les trouver, ces oiseaux royaux. Ils me tueront pour avoir osé, moi, si vilain, m'approcher d'eux.
Mais cela m'est égal. Mieux vaut être tué par eux que d'être mordu par les canards, battu par les poules, poussé du pied par la fille de basse-cour, et que de souffrir les misères de l'hiver. Il s'élança dans l'eau et nagea à la rencontre des cygnes. Ceux-ci l'aperçurent et se précipitèrent vers lui, les plumes soulevées. « Tuez-moi donc !» dit le pauvre animal. Et penchant la tête vers la surface de l'eau, il attendait la mort. Mais que vit-il dans l'eau transparente? Il vit sa propre image au-dessous de lui. Ce n'était plus un oiseau mal fait d'un gris noir vilain et dégoûtant. Il était lui-même un cygne. Il n'y a pas de mal à être né dans une basse-cour lorsqu'on sort d'un œuf de cygne. Maintenant, il se sentait heureux de toutes ses souffrances et de tous ses chagrins. Maintenant, pour la première fois, il goûtait tout son bonheur en voyant la magnificence qui l'entourait. Et les grands cygnes nageaient autour de lui et le caressaient de leur bec. Des petits enfants vinrent au jardin et jetèrent du pain et du grain dans l'eau. Oh, regardez! Oh, il y en a un nouveau. C'est vrai, il y en a un nouveau qui est arrivé. Oh, c'est le nouveau le plus beau. Il est si jeune et si majestueux. Et ils dansaient sur les bords, puis battaient des mains, et ils coururent à leur père et à leur mère, et revinrent encore jeter du pain et du gâteau, et ils dirent tous « Le nouveau est le plus beau, qu'il est jeune, qu'il est superbe !» Et les vieux cygnes s'inclinèrent devant lui. Alors, il se sentit honteux et cacha sa tête sous son aile. Il ne savait comment se tenir, car c'était pour lui trop de bonheur. Mais il n'était pas fier. Un bon cœur ne le devient jamais. Il songeait à la manière dont il avait été persécuté et insulté partout, et voilà qu'il les entendait tous dire qu'il était le plus beau de tous ces beaux oiseaux. Et le sureau même inclinait ses branches vers lui, et le soleil répandait une lumière si chaude et si bienfaisante. Alors ses plumes se gonflèrent, son cou élancé se dressa, et il s'écria de tout son cœur « Jamais je n'aurais rêvé d'un tel bonheur lorsque j'étais le vilain petit canard. »